Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture encore. Je sais là en ce moment j'en fais environ une par semaine. J'ai un rythme de lecture qui le permet pour l'instant et je trouve ça plutôt chouette. J'espère que ça vous plaît aussi d'avoir autant de dernières lectures à suivre. Mais voilà, je lis beaucoup, on ne va pas se plaindre. Toujours est-il que cette vidéo dernière lecture est un petit peu axée poche. C'est assez étonnant puisque je n'en lis pas tant que ça habituellement, mais là il y en a pas mal. Suite de séries également, et on va parler aussi de certaines lectures que j'ai faites pour le Cocorico Challenge que je continue assidûment, et un petit peu également de Pumpkin Autumn Challenge. Donc un petit peu de tout ça, j'espère que ça va vous plaire et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est à la fois une suite et fin de série et à la fois un livre que je devais lire pour mon Cocorico Challenge. Donc finalement, je suis absolument ravie de l'avoir sorti de ma pile à lire. C'est le tome 2 des Épées de glace, donc Le Châtiment de l'Empire de Olivier Gay, publié aux éditions Milady. En plus, ça faisait un moment qui traînait dans ma palle. C'est le dernier tome de cette duologie et c'est par un auteur français de fantasy. Donc ça cochait absolument toutes les cases, j'étais très contente de le sortir, d'autant que ma lecture du premier tome remontait vraiment énormément, puisque j'avais l'ambition depuis quelques années de racheter le deuxième tome quand je retrouverais l'auteur dans un salon quelconque, et en fait ça ne s'est pas fait. 4 ou 5 ans de suite, donc à un moment donné j'ai abandonné et je me le suis pris comme ça en dehors de tout salon. Mais du coup le fait est que ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais lu le premier tome et mes souvenirs étaient extrêmement nébuleux, et je pense que c'est en partie ce qui a fait de cette lecture une lecture assez laborieuse, puisque vraiment j'ai commencé en me disant mais où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, quels sont les enjeux, d'autant que le livre s'ouvre vraiment littéralement sur la fin du premier tome et on n'a pas ou peu de phase de rattrapage pour réunir un petit peu les morceaux et tout ça, et on est vraiment complètement de suite dans l'action, et donc je me suis retrouvée un peu avec des personnages que je ne connaissais plus, avec des enjeux qui m'étaient un petit peu étrangers, un petit peu lointains, et à essayer de raccrocher tout ça toute seule, et c'était un petit peu compliqué, d'autant que je pense que encore une fois, comme ça fait quelques années maintenant, mes goûts en matière de lecture ont un petit peu changé et je pense que c'est plus la fantaisie qui me botte le plus. C'est une fantaisie médiévale, très aventure, un petit peu combat, très légèrement politique, mais vraiment très légèrement. Il y a quand même un petit peu de magouille qui sous-tendent le tout. Il y a des complots, il y a des assassinats, mais on est vraiment plus dans l'aventure et les péripéties qu'autre chose, et je pense que c'est plus tout à fait ce qui me plaît le plus, en tout cas pas dans ce style-là. Et voilà, tout ça a fait que j'ai eu du mal à me réattacher au personnage, que je trouvais pas hyper attachant, pas forcément les évolutions qui me convenaient, et avec des relations qui étaient un petit peu bizarres. Il y a une espèce de pseudo-romance avec un consentement pas très présent, notamment, enfin bon, il y a pas mal de petites choses qui m'ont un peu dérangée dans ma lecture, et au final je l'ai lu parce que le style d'Olivier Gay est agréable, parce que c'est très fluide, parce que ça se lit très vite. Il fait entre 400 et 500 pages, mais ça se lit assez vite tout de même. C'est des pages qui, enfin c'est un style qui est extrêmement fluide, c'était pas le problème. Juste je me suis pas franchement retrouvée ni dans l'histoire, ni dans les personnages, ni dans les enjeux. L'univers est un univers classique de fantasy médiévale, donc il y avait rien de vraiment waouh, de vraiment impactant à mon sens. C'était une lecture sympathique, mais j'ai vraiment mis énormément de temps à le finir. Je l'ai laissé traîner plusieurs semaines parce qu'il y avait rien qui m'accrochait franchement, et voilà. Dans ces cas-là, alors c'est toujours un peu difficile de vous dire si ça a été laborieux parce que je l'ai fait traîner et que du coup j'ai eu du mal à accrocher, parce que forcément bah, si je lis 30 pages à un moment et 30 pages 15 jours plus tard, c'est difficile d'être très accroché dans les enjeux. Ou à l'inverse, est-ce que j'étais tellement pas accrochée dans les enjeux que c'est pour ça que ça me dérangeait pas de mettre 15 jours à retrouver ma lecture. Je pense qu'il y avait un petit peu des deux. Toujours est-il que c'était pas une lecture incroyable, mais c'était pas une mauvaise lecture en soi. Si vous aimez la fantaisie médiévale, si vous aimez ce côté un petit peu combat, péripéties assez classique, c'est pas mauvais, c'est cohérent, ça se lit bien. Encore une fois, le style d'Olivier Gay est agréable, donc laissez-vous peut-être tenter si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ensuite, j'ai lu quelque chose que je ne fais quasiment jamais, et une lecture qui pour le coup m'a beaucoup plus convaincue que la précédente, même si c'était pas gagné d'avance. J'ai découvert un classique que j'avais envie de lire depuis un moment.
Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'ai lu en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. Donc moi je l'ai aux éditions Hauteville, elle l'a lu dans les très très belles éditions de Thibert illustrées par Margot Motin. Et alors voilà, j'y allais un petit peu avec des a priori parce que je sais qu'énormément de gens apprécient Jane Austen. Moi je ne l'avais jamais vraiment lu, j'avais écouté des passages de ce livre parce qu'il y a une période où ma mère l'écoutait un petit peu dans la voiture, mais je l'avais jamais lu de bout en bout et finalement je savais pas trop ce que donnait le style, si ça allait me plaire, etc. J'avais un peu peur de pas accrocher à un style un peu trop classique, un peu trop pompeux avec beaucoup de descriptions et de finalement que ce soit une lecture trop laborieuse et que j'arrive pas à m'attacher au personnage, etc. Et quelle ne fut pas ma très heureuse surprise quand je me suis rendu compte que, au contraire, le style de Jane Austen était plutôt extrêmement moderne, avec énormément de sarcasme, énormément de cynisme et de critique de ses personnages vraiment à chaque instant dans la lecture, qui la rendent d'une part extrêmement fluide et d'autre part vraiment drôle en fait. Il y a énormément d'humour dans le récit, mais dû au point de vue de l'autrice qui vraiment est pas du tout tendre avec ses personnages et a raison, puisque elle critique vraiment les défauts qu'ils présentent tous, mais c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement drôle et du coup extrêmement agréable à lire. Donc c'était vraiment mon premier point d'étonnement. Je me suis rendu compte que ça se dévorait très très bien tout seul. Deuxième point d'étonnement, c'est que je me suis vraiment bien attachée au personnage. J'ai énormément apprécié le personnage d'Elisabeth qu'on suit globalement sur tout le récit, même si le point de vue est une espèce d'omniscient bizarre où on a un peu les motivations de tout le monde, sauf de Monsieur Darcy, je dirais. Je pense que sinon on a un peu tous les tenants et les aboutissants de tout le monde qui nous sont saupoudrés au cours du récit, mais on suit en priorité donc le personnage d'Elizabeth Bennet qui est vraiment extrêmement intéressante, je trouve, dans sa caractérisation et dans son évolution et dans ses relations avec sa famille et avec les gens qui gravitent autour d'elle, famille qui est encore une fois extrêmement critiquée par Jane Austen, notamment donc Monsieur Bennet qui se fiche un petit peu de l'éducation de ses filles, donc les sœurs de Elisabeth qui sont toutes soit plus frivoles, soit plus méprisantes, soit voilà, qui ont également énormément de défauts. Enfin voilà, tous ces personnages sont extrêmement bien caractérisés. Il y a toute une galerie de personnages. La mère d'Elizabeth Bennet qui est complètement omnubilée par le mariage de ses filles au détriment de toute raison, puisque voilà, je pense que vous connaissez peut-être ce qui se passe dans Orgueil et préjugés, mais globalement toutes ne font pas des mariages extrêmement positifs, on va dire. Donc tous les gens qui gravitent autour, les Lucas, donc Monsieur Bingley et donc le fameux Monsieur Darcy, et c'est une lecture que j'ai faite de façon assez candide, je pense, en essayant de mettre à distance tout ce que je pouvais savoir de l'œuvre, et je me suis un peu prise au jeu et je me suis effectivement rendu compte que initialement j'avais moi aussi les préjugés d'Elisabeth envers Monsieur Darcy quand on le voit arriver, etc. Et que c'est au fur et à mesure, on se rend compte quand même un petit peu avant Elisabeth que finalement c'est pas un mauvais bougre et qu'il y a plus derrière que juste de l'orgueil, etc. Mais je trouvais ça intéressant qu'en tant que lectrice, même en ayant un petit peu notion, en ayant un petit peu conscience des enjeux, des tenants et des aboutissants du livre, et ben on puisse se laisser embarquer comme ça dans ces espèces de préjugés et voir un petit peu tout se dérouler avec Elisabeth. C'était vraiment extrêmement plaisant, et voilà, comme je pense énormément de lectrices depuis quelques siècles maintenant, je suis un petit peu tombée sous le charme de Monsieur Darcy, qui est un personnage vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, donc Juliette de Livre et Sortilège en a fait une très très bonne analyse. Je vous mettrai sa vidéo dans le petit, en barre d'infos, tout ça. Et on est plutôt tombées d'accord toutes les deux que c'est toujours difficile de prêter, enfin c'est impossible de prêter des objectifs à une autrice qui est plus décédée depuis belle lurette maintenant, mais je pense qu'il y a quand même chez Monsieur Darcy certains traits qui pourraient s'apparenter aux troubles du spectre autistique et qui pourrait expliquer cette forme d'orgueil qui engendre un petit peu tout le micmac de problèmes de communication, tout ça dans le récit. Et voilà, on voit que c'est un personnage qui est extrêmement inadapté socialement. Il y a un passage qui, moi, m'a fait à la fois mourir de rire et à la fois extrêmement me mettre à la place et rentrer en empathie avec Monsieur Darcy, le moment où il écrit une lettre pour expliquer un petit peu ses sentiments et ce qu'il ressent vis-à-vis d'Elisabeth. C'est vraiment typiquement quelque chose que, si vous êtes un petit peu inadapté socialement, vous avez peut-être pensé à faire à un moment donné dans votre vie. Il y a beaucoup de moments comme ça où il
même il verbalise parfois son mal-être et sa sensation de ne pas rentrer dans tous ces codes de société qui sont en plus assez fermes à cette époque-là. Donc tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié et sa relation avec Elisabeth et la façon dont elle se construit au cours du récit m'a énormément plu. Et comme je le disais, il y a énormément de critiques, notamment de Monsieur Collins avec ce gros problème qu'il a sur le consentement, sur le refus, etc., que j'ai trouvé assez moderne dans la façon dont c'est traité. Ça critique un petit peu l'insta-love et ce coup de foudre, cet amour au premier regard qui est un petit peu glorifié aussi à l'époque pour les mariages et tout. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je trouvais très modernes dans la façon de les construire, dans la façon de les aborder. Encore une fois, cette construction de relation entre Elisabeth et Darcy, cette remise en question et les sentiments un petit peu ambivalents que ça peut entraîner et qui je trouve sont extrêmement bien retranscrits par l'autrice. On voit bien la lutte d'Elisabeth dans ces moments-là et ce que ça implique pour elle de finalement lutter contre ses préjugés et son orgueil. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai aimé les péripéties, voilà, les choses qui se construisent un petit peu. Globalement, je me suis vraiment laissée prendre au jeu de ce récit, de cette histoire, de ces personnages. J'ai passé un super moment. J'ai adoré la plume de Jane Austen et je pense que c'est pas le dernier livre de cette autrice que je lis très clairement. Peut-être qu'on se fera d'autres lectures communes avec Juliette si tu passes par là, si t'as envie d'en lire d'autres. En tout cas, c'était une excellente découverte. Je suis ravie d'avoir un peu passé le cap de mes préjugés finalement pour ce livre et j'en ressors extrêmement contente de ma lecture. Ensuite, j'ai lu une autre suite de série et un autre livre qui était dans le cadre de mon Coco Challenge. Le tome 2 des Rhéteurs, donc Grishmer de Isabelle Botian, publié aux éditions ActuSF, que j'ai acheté aux Imaginales d'octobre 2021 et dont le troisième et dernier tome paru pour l'instant, Montès, m'attend gentiment dans ma palle depuis les Imaginales de cette année. Donc il était temps que je continue cette série et je l'ai fait avec énormément de plaisir. J'ai beaucoup apprécié retrouver la plume de l'autrice dans ce deuxième tome qui est plus ou moins un tome compagnon d'Anastasie, même si on retrouve des personnages de premier tome et l'univers, etc. Mais du coup on est dans un autre royaume, dans une autre partie de l'univers de civilisation. Et je vous disais, j'étais très contente de retrouver le style d'Isabelle Botian, notamment parce que là on avait une alternance très intéressante d'un style un petit peu ampoulé, pompeux, extrêmement soutenu donc pour les dialogues du personnage principal, donc Sylve, et à la fois on le suit, lui, donc ce personnage de Sylve dans sa tête, où il a une narration qui est plutôt extrêmement familière. Donc il y a ces deux choses qui dénotent énormément. Et donc outre cette alternance de style, on a également une alternance de temporalité, puisqu'on suit à la fois Sylve qui au début du récit est dans une galère assez totale, puisqu'il essaye de s'introduire sur le territoire de Grishmer pour une raison assez obscure. Initialement, on ne sait pas trop pourquoi il essaye de rentrer sur ce territoire. Et on suit donc une deuxième temporalité où il est enfant et où ses parents le vendent dans l'école des Factotums, qui est une école qui n'est pas sans rappeler l'école de Nevernight, donc de J. Christophe, où on forme des assassins. On a un peu ce côté-là dans cette école de Factotum où on a quand même des cours qui sont assez impitoyables pour les élèves et globalement le plus important c'est que à la fin les gens qui sortent de l'école soient bien formés. Et s'il y en a quelques-uns qui meurent au passage, c'est un peu tant pis pour eux, si vous voyez. Donc c'est une école assez particulière globalement et une formation qui façonne énormément ses élèves, et on se rend compte au fur et à mesure du récit qu'effectivement Sylve a été très modelée par cette école, par cette formation qui donc n'est pas du tout dans le royaume de Grishmer, mais à Landor, qui est un royaume extrêmement machiste, extrêmement où l'homme, où la masculinité a une place très importante et où il faut montrer sa puissance de certaines façons, etc. Par opposition donc complète à Grishmer, qui a un matriarcat avec tout ce que ça implique donc de pouvoir des femmes. Et
alors pour le coup c'est un matriarcat vraiment poussé au maximum, comme pourrait l'être un patriarcat poussé à l'extrême, donc où les femmes ont tout pouvoir mais par opposition où les hommes n'en ont quasiment pas, et où en fait on a tous les travers d'une société patriarcale, mais à l'inverse finalement, qu'on voit un petit peu se dérouler au fur et à mesure du récit. Et c'est vraiment ce que j'adore dans le travail d'Isabelle Botian en fantasy, puisque c'est le seul médium dans lequel je l'ai découvert pour l'instant, mais elle traite vraiment de ces différences de politique, de ces différences de culture, de société, et de tout ce que ça peut impliquer en fait pour les individus qui évoluent dans ces différents royaumes, et de tout ce que ça implique pour eux en termes psychiques en fait. Qu'est-ce que ça fait quand on a été élevé dans un patriarcat, dans une société où vraiment la masculinité est fondamentale, de se retrouver à Grishmer où il y a des nanas toutes nues partout, où elles assument leur corps, où elles assument leur forme, où elles assument leur force, où c'est elles qui dirigent, où c'est elles qui décident, où la féminité est plutôt recherchée chez les hommes, au contraire de tout ce qui a été inculqué à Sylve dès son plus jeune âge. Enfin voilà, toutes ces questions, toutes ces perspectives qui se heurtent, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant que Sylve est pas vraiment un personnage très sympathique à suivre de prime abord, parce qu'il est, du fait de son éducation, du fait de l'endroit dans lequel il a grandi et où il a évolué, un personnage qui est énormément pétri de préjugés, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les homosexuels, que ce soit sur énormément de choses. Il a à la fois une façade un petit peu humble, du fait de sa fonction de factotum, du fait de son éducation, et à la fois à l'intérieur, quand on suit son point de vue, on se rend compte qu'il est extrêmement gonflé de sa propre importance, de ses propres connaissances et de tous ces préjugés qui construisent. Et en fait, plus il va se confronter à cette société qui est complètement différente de la sienne, plus ça va remettre en question toutes les bases sur lesquelles repose sa personnalité finalement, et où il va évoluer, où il va changer. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le récit, voir tout ça, voir ce que ça implique pour lui, et tout ce que finalement cette éducation a pu lui faire en tort aussi. Enfin, je veux pas vous spoiler, et c'est, je trouve intéressant de le découvrir un petit peu de façon naïve encore une fois, mais j'ai vraiment adoré, détester initialement, puis en pâtir, puis apprécier le personnage de Sylve, et j'ai trouvé que son évolution et sa réaction face à tous ces changements de sa vie était vraiment extrêmement intéressante, et à mon sens le cœur du récit. Il y a encore une fois beaucoup de politique dans cette fantaisie, beaucoup de magouilles, il y a pas mal de choses qui se jouent avec donc le matriarcat de Grishmer et la guilde des épiciers qu'on finit par suivre également un petit peu, et donc de retrouver des personnages d'Anastérie qui sont vraiment toujours aussi chouettes à suivre, et voilà. Pas mal de plot twists, pas mal de rebondissements, de retournements qui font que les pages se tournent vraiment toutes seules, et que ce livre est un plaisir à découvrir. Encore une fois, la plume d'Isabelle Botian est super chouette. J'ai trouvé un petit peu dommage que sur la fin il y a une partie qui passe un petit peu rapidement, où il est question d'une espèce de magie un petit peu bizarre sur laquelle on s'attarde pas trop, et qui finalement est un petit peu brouillonne, et voilà, je trouve que c'était un petit peu dommage parce que le reste du récit est bien développé, on prend bien le temps de s'imprégner de l'ambiance, de voir l'évolution, de voir la culture des personnages, et cette partie voilà, est un petit peu plus survolée à mon sens. La fin est aussi peut-être un petit peu rapide, mais dans l'ensemble c'était une excellente lecture, vraiment très intéressante par les thèmes qu'elle développe, par la façon dont ils sont abordés. C'est, je pense, la seule fois où j'ai vu la société et la politique aussi bien développée dans un univers de fantasy, et voilà, encore une fois avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les personnages, et je trouve ça mais juste passionnant. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, franchement foncez, c'est hyper intéressant. Ensuite j'ai continué sur ma lancée donc des suites de saga, alors des livres que je n'avais pas inclus ni dans le Cocorico ni dans le Pumpkin Goten Challenge, mais que j'ai fini par rentrer dans mon Pumpkin Goten Challenge parce que je trouve qu'il s'y prête parfaitement. J'ai donc lu le 3e et le 4e tome de Blackwater, donc respectivement La Maison et La Guerre de Michael McDowell, publié aux sublimes éditions Monsieur Toussaint Louverture. On va commencer par le 3e tome, donc La Maison. On retrouve les personnages des 2 précédents tomes, quelques années après, on est autour de 1929, du krach boursier, etc. Et comme je vous le disais dans mon avis sur le 2e tome très récemment, c'est un tome que j'ai
énormément apprécié. C'est le premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, que je vous mettrai en barre d'infos. Et alors déjà c'était une super expérience, vraiment c'est une lecture commune qui était hyper cool. On l'a lu de façon assez différente des autres lectures communes que j'ai pu faire, c'est-à-dire que comme les livres sont assez courts, qui font aux alentours de 250 pages, on se posait en fait le soir à partir de 20h30, 21h, on lisait environ 2 heures ensemble, donc à peu près la moitié du livre, on s'échangeait nos avis au fur et à mesure et puis à la fin pour en discuter un petit peu, et puis on refaisait la même chose le lendemain, donc pour lire finalement un tome sur 2 jours, et c'était vraiment trop cool de pouvoir discuter un petit peu en direct comme ça de cette lecture, d'échanger nos impressions sur le moment et d'avoir vraiment cette discussion un petit peu à chaud sur les personnages, sur l'intrigue, sur l'histoire, etc. C'était une super expérience. On continue là à lire au moment où je vous parle, on en est au 5e tome et franchement c'est trop cool de pouvoir découvrir cette série comme ça à plusieurs, et c'est une expérience que je vous recommande si vous pouvez le faire, et en tout cas moi, que je referai avec grand plaisir. Donc pour ce 3e tome de Blackwater, en tout cas ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans cette série, et ça vaut pour tous les tomes, c'est cette alternance extrêmement bien tenue par l'auteur entre ce côté extrêmement réaliste, extrêmement historique, ancré donc comme je vous le disais dans des événements importants, donc typiquement le krach boursier de 1929, mais également dans ces histoires de famille très réalistes, donc avec par exemple des violences conjugales, avec des magouilles dans la famille, avec les histoires de la Syrie, les histoires d'argent, etc. Et puis, à contrario, on a toujours cette dimension fantastique, horrifique qui arrive un petit peu, qui sous-tend le récit et qui nous tient un petit peu sur les nerfs finalement, parce qu'on se demande quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on va reparler de cette dimension, et vraiment je trouve que l'équilibre est toujours aussi bien maintenu dans l'histoire et que c'est hyper agréable à lire. Ça se lit tout seul, le style est extrêmement agréable, et on s'est fait la réflexion avec Lucie que pour un livre écrit dans les années 80 et par un homme, c'était extrêmement moderne à plein de niveaux en termes de conditions de la femme, en termes de place de la femme dans la famille, puisque globalement quand même la famille Casquet c'est plutôt dirigé par les nanas, on va pas se mentir, sur voilà, la place des hommes par opposition, sur la structure familiale, sur tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement modernes. Cette lecture commune a été l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur l'auteur, puisque Lucie m'a passé des petits extraits d'interviews où il parle un petit peu de son rapport à la famille, qui effectivement fait d'autant plus résonance avec la famille Casquet et la famille qui est dépeinte dans cette série, et sur son rapport à l'écriture aussi, et sur le fait qu'il se considère comme un écrivain un petit peu de bas étage, si on veut, qu'il n'a pas la prétention en tout cas de faire de la grande littérature, et qu'il préfère que ce soit lu par tout le monde, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ce point de vue, et ça éclaire un petit peu davantage son récit, ses histoires, et franchement voilà. J'ai adoré lire ce 3e tome donc en lecture commune, et on a assez rapidement enchaîné du coup avec le 4e tome, donc La Guerre, toujours en lecture commune avec Lucie, donc toujours un peu sur le même format, qui est vraiment extrêmement agréable, qui se prête en plus très bien à ce genre de volume, puisque comme c'est des livres assez courts, finalement on peut se permettre de les lire sur 2 jours comme ça, d'enchaîner un petit peu, et voilà, de pouvoir en discuter à chaud, de pouvoir échanger, c'était vraiment trop cool. Comme je vous le disais, on retrouve dans ce tome-là également cet équilibre très bien tenu de historique réalisme et de fantastique horrifique. On a encore la plume de l'auteur qui est formidable, et on a toujours ces points de vue extrêmement modernes, là notamment sur l'homosexualité et sur la structure familiale. Encore une fois, il y a vraiment des choses qui, je trouve, font encore résonance maintenant et ont pas du tout mal vieilli, et sont plutôt extrêmement tolérantes, extrêmement positives sur la façon dont la famille reçoit certaines nouvelles, etc. Enfin vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper chouette, enfin trop bien qu'un livre écrit à cette période-là puisse résonner comme ça actuellement, c'est vraiment formidable. Et l'auteur a, je trouve vraiment dans ce tome, une intelligence sociale et une intelligence des relations familiales et de leur évolution en fonction de certaines péripéties, de certaines choses qui arrivent dans les tomes précédents, qui bouleversent un petit peu finalement les dynamiques et la structure de la famille, mais qui bouleversent aussi du coup par
par ce fait un petit peu les gens en tant que tels et leur personnalité et tout ça, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dépeint, que c'était extrêmement cohérent, extrêmement logique et encore une fois extrêmement plaisant à suivre. Donc je trouvais que c'était assez fort de comprendre aussi bien les gens et ce qui les tient finalement, et voilà, ça rendait le tout d'autant plus réaliste, je trouve. C'était également l'occasion de découvrir donc la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la période de ce 4e tome, sous un autre spectre que les classiques qu'on a déjà vus. Donc on est un petit peu au cœur de l'effort de guerre, etc. Là on est quand même assez en retrait dans cette ville entre l'Alabama et la Floride, où finalement leur effort de guerre consiste surtout à produire le bois pour l'armée. On voit un petit peu des soldats mais qui sont pas encore déployés, etc. Il y a quelques lettres qui parviennent, mais globalement c'est assez lointain tout ça, et on voit que ça a une influence, mais on n'est pas au cœur de la Seconde Guerre mondiale, et c'est intéressant je trouve d'avoir le point de vue d'américain un petit peu lambda entre guillemets sur ce grand bouleversement, et on se rend compte que finalement ça a changé des choses dans leur vie, ça a transformé leur ville, mais de façon un petit peu plus structurée, un petit peu plus tranquille que ça a pu le faire en Europe par exemple, ou dans certains autres endroits. Donc c'était aussi intéressant de découvrir ça par ce biais-là. C'est aussi l'occasion dans ce tome-là de voir un petit peu comment l'auteur traite le vieillissement, et de voir finalement ces personnages grandir et vieillir, puisque on les suit depuis 1919, donc ça fait presque 30 ans que on les voit évoluer, et encore une fois c'était extrêmement bien fait, extrêmement cohérent, extrêmement intelligent et intéressant, et c'est une série qui je trouve se bonifie de tome en tome, où il y a de plus en plus de complexité dans les personnages, dans leurs relations, dans les enjeux, et c'est vraiment un plaisir de retrouver à chaque fois ces personnages, cette famille, cette ambiance, et comme je vous le disais, on est en train de lire le 5e tome. Je vous en reparle bien évidemment assez vite, je pense que je vous ferai quelque chose sur la série parce que vraiment c'est une très très bonne découverte. Je l'ai déjà dit et je le répéterai jusqu'à la fin, mais franchement si vous devez la découvrir, je pense que c'est la série parfaite pour l'automne, de par l'ambiance, de par les thèmes qu'elle aborde. Donc franchement n'hésitez pas si c'est une série qui vous tente, et encore une fois ces 3e et 4e tomes ont été d'excellentes lectures. Et c'en est tout du coup pour cette vidéo dernière lecture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains livres que j'ai présentés vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Et je vous remercie bien évidemment comme toujours pour tous vos retours en commentaire, en message, pour tous vos abonnements, pour tous les échanges qu'on peut avoir. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite bien évidemment comme toujours d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.